6e mai 1932, le président français Paul Doumer participait à l'ouverture du Salon du Livre à Paris. C'était un événement ordinaire pour une personnalité politique de si haut rang. Il devait s'entretenir avec plusieurs auteurs réputés, puis partir et poursuivre sa journée. Par cette journée ensoleillée de printemps, rien ne présageait de la tragédie qui allait se dérouler. Le président était accompagné de sa sécurité, certain de la sécurité de l'événement. L'atmosphère était festive, les invités discutaient avec animation des nouveautés littéraires et des événements culturels. Tel était le plan, mais ce jour-là, la France n'oubliera jamais. Dans l'ombre se cachait un assassin, armé d'un pistolet. Il a tiré plusieurs coups de feu sur le président et 2 balles ont touché la base du crâne de Doumer qui s'est effondré au sol. La panique s'est aussitôt emparée de l'Assemblée, les gens se sont précipités dans tous les sens, des cris d'effroi emplissant la salle. L'assassin a également été mis à terre, plusieurs invités courageux se sont jetés sur lui, l'empêchant de s'enfuir. Après quelques heures à l'hôpital, malgré les efforts désespérés des médecins pour le sauver, le président est décédé, étant le seul président français à avoir été assassiné par balle dans l'histoire. Tout le pays a été plongé dans le deuil, les journaux sont sortis avec des bordures noires, et les rues des villes se sont vidées de citoyens en proie au chagrin. L'assassin, Paul Gorgouloff, était un homme au passé très sombre et a payé le prix fort pour ses crimes. Il a été exécuté sur la guillotine et sa tête a été placée sous la lame inclinée qui est ensuite retombée sur son cou. Aujourd'hui, nous allons examiner l'exécution de l'homme qui a abattu le président français. Cette histoire révèle non seulement les événements tragiques d'une journée, mais montre également le parcours complexe d'un homme dont la vie a été emplie de violence, de mensonges et de crimes. Pour soutenir notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Paul Gorgouloff est né le 29 juin 1895 à Yelets, qui faisait alors partie de l'Empire russe. Après sa naissance, ses parents l'ont abandonné, laissant le nourrisson à son sort, puis il a été adopté par un habitant du village local, un simple paysan, qui lui a offert un toit et de la nourriture. Ce n'était pas le meilleur départ pour lui, son enfance s'est déroulée dans la pauvreté et le dénuement, mais au sein de sa nouvelle famille, Gorgouloff s'est remis sur pied et a intégré l'université en 1913, où il a étudié la médecine à l'université de Moscou. Ses parents adoptifs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour lui donner une éducation, espérant qu'il deviendrait un homme digne et médecin. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été envoyé au front et a aidé les soldats russes blessés à recouvrer la santé. Il a quotidiennement été confronté aux horreurs de la guerre, le sang, la souffrance et la mort l'entouraient partout. Mais bien sûr, leurs efforts dans le conflit se sont avérés assez lamentables et ils se sont finalement complètement retirés du conflit, car une guerre civile a éclaté dans le pays. La Russie a sombré dans le chaos, la guerre fratricide a divisé la nation en camps ennemis. C'est justement pendant la Première Guerre mondiale que Paul Gorgouloff a été grièvement blessé par une grenade qui a explosé à côté de lui, les éclats criblant son visage et sa tête. Les cicatrices sur son visage sont restées à jamais, lui rappelant ce jour terrible. Beaucoup ont dit plus tard que ce traumatisme avait changé non seulement son apparence, mais aussi sa personnalité. Après cela, il a été renvoyé chez lui et a repris ses études. En 1916, il a été traité pour la syphilis, une maladie qu'il a contractée dans les hôpitaux militaires, ce qui était un phénomène fréquent à l'époque en raison du manque d'hygiène. Mais pendant la Révolution russe, il a servi comme infirmier dans l'armée blanche, luttant contre les bolcheviks. Il était un opposant convaincu du nouveau pouvoir et croyait qu'il combattait pour la justice. Il a été basé dans différentes régions et a gravi les échelons des services médicaux, mais il est resté un employé médical pendant le conflit. Son expérience de la guerre et de la Révolution a profondément influencé sa vision du monde, semant les graines du radicalisme dans son esprit. Après cela, il a quitté le pays et a vécu illégalement en Tchécoslovaquie. La fuite de la Russie était pleine de dangers, il traversait les frontières en secret, se cachant de ses persécuteurs. Il a fréquenté l'université locale, essayant de poursuivre une carrière de médecin, puis pendant plusieurs années, il a pratiqué des avortements illégaux chez des femmes. Cela lui a rapporté un revenu non négligeable, mais aussi une mauvaise réputation dans les milieux médicaux. Gorgouloff n'était pas l'homme le plus stable. Il s'est marié et divorcé 2 fois, et ses 2 ex-épouses ont affirmé qu'il les avait physiquement maltraitées. Elles ont raconté des accès de colère où il les battait sans raison, des nuits passées dans la peur de son comportement imprévisible. Il a essayé de convaincre les autres qu'il n'était pas celui qu'il était en réalité et était un menteur obstiné, racontant à ses amis qu'il était le chef d'une série de partis politiques secrets.
Il prétendait avoir des liens avec des personnalités influentes et mener un combat secret contre le communisme. La vérité était que Gorboulov était un criminel, commettant des actes horribles dans différents pays. Sa vie était une chaîne de fraude, de vols et de violence. Et vers 1930, il a effectivement perdu son autorisation d'exercer la médecine car on prétendait qu'il se présentait au travail comme médecin et chirurgien en état d'ébriété. Ses collègues se plaignaient de son comportement non professionnel et de ses méthodes de traitement dangereuses. Il était également lié à des avortements illégaux qui ont en fait entraîné plusieurs décès, et Gorboulov a été accusé d'agression sur ses patientes. Plusieurs femmes ont déposé des plaintes, affirmant qu'il avait exploité leur situation vulnérable. Certains de ses collègues prétendaient qu'il était un charlatan et un escroc, extorquant souvent à ses patients des sommes astronomiques, prétendant que les médicaments qu'il vendait les guériraient. Il vendait de faux médicaments, promettant la guérison de maladies incurables, s'enrichissant sur le malheur et le désespoir d'autrui. Mais il a quitté la Tchécoslovaquie au bon moment, car il allait être arrêté. La police rassemblait déjà des preuves contre lui et seule une fuite rapide l'a sauvé de la prison. Il est arrivé en France le 12 juillet 1930 et a vécu dans l'anonymat à Paris pendant 1 an et demi. Paris est devenu son refuge, la grande ville le cachant facilement aux autorités. Il a gagné sa vie en exerçant la médecine parmi la population russe locale de la ville. Les émigrés russes lui faisaient confiance, ne connaissant pas son sombre passé. Il a eu des problèmes constants pour obtenir un visa de résidence en France. Les autorités françaises lui ont refusé à plusieurs reprises, ce qui a renforcé son amertume envers le système. Cependant, il était celui qui réfléchissait depuis un certain temps à l'assassinat de hauts responsables politiques. Dans son esprit malade, l'idée de commettre un crime retentissant pour immortaliser son nom a mûri. Dans les années 1920, il a d'abord envisagé de tuer Lénine, le chef de la révolution bolchevique, qu'il haïssait de toute son âme, et a aussi voulu assassiner le président allemand Paul von Hindenburg. Il y avait d'autres hommes politiques qu'il visait, dressant des listes de victimes potentielles et étudiant leurs agendas. Mais pourquoi faisait-il cela exactement ? Eh bien, Gorboulov avait développé dans son esprit une idéologie selon laquelle il voulait que le pays soit gouverné par un régime totalitaire, et il était partisan du fascisme. Il croyait que la démocratie était faible et que seule une main ferme pouvait sauver l'Europe du chaos. L'idée du principe du chef, d'un seul homme guidant la nation, lui plaisait, ce qui sera bien sûr utilisé et appliqué plus tard par Hitler. Il rêvait d'un monde où un seul dirigeant détient un pouvoir absolu et mène la nation vers la grandeur. Puis il s'est arrêté sur une nouvelle cible à éliminer, Paul Doumer, le président de la France. Doumer avait fait une longue carrière politique et occupé divers postes avant de devenir président en 1931. C'était un homme politique respecté, connu pour son intégrité et son dévouement aux idéaux républicains. Le 6 mai 1932, au Salomon de Rothschild à Paris, se tenait le Salon du Livre, et Paul Doumer y participait, tout comme Paul Gorboulov, l'assassin. Les organisateurs avaient soigneusement préparé l'événement, ne se doutant pas qu'il deviendrait le théâtre d'une tragédie. Gorboulov est arrivé à l'hôtel 1 heure avant Doumer, étudiant attentivement la situation et choisissant la meilleure position pour l'attaque, et a déclaré qu'il était l'auteur sous un pseudonyme. Les gardes de sécurité l'ont cru et l'ont laissé entrer sans contrôle approfondi. À l'entrée, il n'a pas été fouillé et portait un pistolet Browning modèle 1910, une arme fiable qu'il avait soigneusement préparée pour l'occasion. Il a visité plusieurs stands de livres, feignant de s'intéresser à la littérature, mais les gens ont remarqué qu'il avait l'air suspect et nerveux. Ses mains tremblaient, son regard était inquiet, il regardait constamment autour de lui. Lorsque Paul Doumer est arrivé et est entré dans le salon du livre entouré d'une petite suite, Gorboulov s'est approché et a sorti son pistolet de derrière, tirant 3 coups. Le bruit des coups de feu a assourdi les présents. Le temps semblait s'être arrêté. 2 d'entre eux ont touché le président, l'un à l'arrière de la tête et l'autre sous l'aisselle droite, lui infligeant des blessures mortelles. Le sang a jailli des blessures. Le président est tombé au sol. Les spectateurs présents ont réussi à maîtriser Gorboulov au sol, en attendant l'arrivée de la police, qui l'a rapidement arrêté, tandis que le président a été transporté à l'hôpital, mais est décédé le lendemain, malgré tous les efforts des médecins. Toute la France a été choquée par ce crime. Un deuil national a été décrété dans tout le pays. Après son arrestation, il a écrit un aveu complet, affirmant que le meurtre était une forme de protestation contre le traitement des Russes blancs en Europe, et était dirigé contre les relations positives que la France entretenait avec d'autres pays et l'Union soviétique. Dans son aveu, il s'est longuement étendu sur la politique et la justice, tentant de donner une dimension idéologique à son crime. Il a également affirmé avoir participé à des attentats contre d'autres hommes politiques, et même avoir essayé de dérailler un train.
bien que de nombreuses ces affirmations aient été des exagérations ou des inventions. Son procès a commencé le 25 juillet 1932, au palais de justice, et des gens sont venus témoigner de son état mental. De nombreux témoins ont raconté son comportement étrange, et certains ont affirmé qu'il était mentalement malade. Les psychiatres ont mené des expertises pour tenter de déterminer sa sanité d'esprit. Gourgoulov l'a nié, insistant sur sa pleine responsabilité et les motifs politiques de son crime, et il s'est fait remarquer au tribunal par son comportement étrange et singulier, scandant régulièrement des slogans et des appels politiques, interrompant les audiences. Le juge l'a plusieurs fois rappelé à l'ordre, mais Gourgoulov a continué à faire des scènes. Le dernier jour du procès, il a même déchiré sa chemise et a imploré le tribunal de le tuer, criant qu'il était prêt à devenir un martyr pour ses idées. La salle d'audience a été plongée dans la tension par ce spectacle fou. Il a été condamné à mort, et les jurés ont rejeté l'idée qu'il était fou, décidant qu'il était pleinement conscient de ses actes et de leurs conséquences. Le verdict a été unanime. Gourgoulov lui-même a accueilli la peine de mort avec joie, pensant qu'il deviendrait un martyr, que son nom entrerait dans l'histoire comme celui d'un combattant contre l'injustice. Il a ensuite été envoyé à la prison de la Santé à Paris, sombre bâtiment aux épaisses murailles de pierre, pour attendre sa mort dans le couloir de la mort. Le 14 septembre 1932, tôt le matin, on a informé Paul Gourgoulov qu'il serait exécuté dans quelques heures, comme l'exigeait la loi française. Il a fait ses derniers préparatifs, a écrit quelques lettres à ses proches et a refusé la confession d'un prêtre, puis a été emmené de sa cellule à la cellule d'exécution à l'intérieur de la prison, marchant dans un long couloir accompagné de gardiens, où l'attendait la guillotine. La guillotine était un dispositif devenu célèbre pendant la Révolution française, lorsque des milliers de personnes, y compris le roi et la reine, y ont perdu la vie, connu pour sa lame inclinée et ses exécutions rapides et foudroyantes. Dès que la lame s'est abattue, la tête a été tranchée nette, puis est tombée dans un panier rempli de sciure en dessous pour absorber le sang. La mort survenait instantanément, sans souffrance. Les bourreaux étaient devenus très habiles dans l'utilisation de cet appareil et pouvaient trancher une tête en quelques secondes, menant les exécutions avec une froide efficacité. Dans le couloir de la mort, éclairé d'une lumière tamisée, les derniers mots de Paul Gourgoulov furent « La Russie, mon pays », prononcés d'une voix ferme. L'assistant du bourreau l'a attaché sous la bascule et sous la lame inclinée, immobilisant sa tête dans une ouverture spéciale. Le bourreau a effectué les derniers contrôles pour s'assurer qu'il était correctement placé, vérifiant le mécanisme de la guillotine, puis la lame s'est abattue avec un sifflement caractéristique et la tête du meurtrier a été tranchée en une fraction de seconde. Le corps a eu un dernier soubresaut, le sang a jailli du cou. Après sa mort, Paul Gourgoulov a été enterré dans une tombe anonyme, sans monument ni pierre tombale, au cimetière d'Ivry. Il est resté dans l'histoire comme l'homme qui a assassiné le président français et pour les nombreux crimes horribles qu'il a commis dans les pays où il a vécu et tenté de s'installer. Son nom est devenu un symbole du terrorisme politique et de la folie. C'était manifestement un homme très instable, avec un sombre passé, brisé par la guerre et la révolution, ayant envisagé de nombreux meurtres avant de réaliser son fatal projet. Les psychologues ont par la suite analysé son cas comme un exemple de radicalisation et de trouble mental. Mais sous la lame inclinée de la guillotine, la vie agitée et troublante de Paul Gourgoulov a été interrompue à jamais, mettant fin à l'histoire d'un homme dont l'existence a été marquée par la souffrance, la violence et la haine. Sa mort n'a pas rendu la vie au président Doumer, mais a rétabli la justice aux yeux du peuple français.